Bonjour tout le monde. Merci Monsieur le Président. Donc, merci à Monsieur Guedderi d'organiser toujours et tous les ans ce magnifique congrès d'allergologie. C'est grâce à vous qu'on a appris à approcher de près l'allergologie dans tous ses états et on vous remercie tous. Donc, tout de suite, je vais commencer par mon cas clinique, en fait, qui était fait en collaboration, et c'est le patient d'ailleurs de M. Etayer, que je remercie énormément. Donc, tout de suite, c'est la petite Mouna, qui est âgée de 3 ans, qui est une deuxième de fratrie de 2. Il n'a pas d'antécédent particulier à part un poids qui est correct en fait pour l'âge, pour le terme. Elle a été mise pendant 2 mois sous allaitement maternel exclusif, puis on a switché sur l'allaitement mixte les premiers âges, diversifiée à l'âge de 7 mois sans problème immédiat. Elle a quand même des antécédents d'allergie, notamment une rhinite allergique chez le père, des antécédents de dysimmunité, une tante qui est cœliaque sous régime sans gluten. Donc la petite est là à l'âge de 15 mois, elle consulte pour une diarrhée chronique qui a évolué depuis déjà 3 mois, donc c'est une diarrhée chronique, donc à l'âge de 12 mois qui s'est installée. Et d'après la maman, c'est une diarrhée qui est liquidienne, glaireuse et plus ou moins graisseuse, à raison de 10 selles quand même par jour. Et surtout, ce qui l'embêtait, c'était le ballonnement abdominal. L'appétit également, il est conservé. C'est ce qui a permis d'attendre quand même 3 mois. À l'examen, on ne note pas un déficit pondéral très important, ni sur la taille, ni sur également. L'abdomen est cependant distendu et douloureux à la palpation. Le reste de l'examen clinique est sans particularité. Donc nous, les pédiatres, on a l'habitude d'évoquer dans ce contexte de diarrhée chronique un certain nombre de diagnostics, notamment donc l'allergie alimentaire, la maladie cœliaque vu la dysimmunité dans la famille, et une entéropathie induite par les protéines alimentaires. Un déficit immunitaire acquis ou primitif, une malnutrition protéine énergétique carentielle vu la chronicité quand même importante de cette diarrhée, une insuffisance pancréatique exocrine. On a l'habitude d'évoquer également la mycoviscidose comme une étiologie des diarrhées chroniques, et puis la parasitose intestinale, c'est classique quand on la demande, qu'on l'évoque. Et vu notre contexte d'endémie tuberculose, on évoque aussi de principe, on évoque la tuberculose intestinale. Donc, devant cette variété de diagnostics à évoquer, donc c'est normal qu'on va faire un bilan. Donc, l'hémogramme est normal en dehors d'une hyperiosinophilie quand même assez importante à 1500, à 1720. L'ionogramme est correct. On n'a pas d'hypoprotidémie. La ferritinémie est quand même basse, qui est bien contrôlée par une CRP qui est négative. Et l'examen coproparasito des selles qui revient en faveur des kystes de Giardia intestinalis qu'on a mis tout de suite sous traitement par métronidazole. Donc, ça passe pas. Voilà. Donc, toujours pour étouffer les autres diagnostics, donc, la sérologie dans le sens de maladie cœliaque est négative. Et M. Tayer a décidé quand même de faire une fibroscopie digestive haute avec biopsie jejunale et l'anapathe. Les résultats reviennent en faveur d'une jejunite interstitielle avec atrophie villositaire subtotale des lymphocytes intraépithéliaux. Donc c'est ce qu'il y a à 25%, ce qui a évoqué la maladie cœliaque, et l'enfant a été mis sous régime sans gluten. Donc, pour l'évolution, c'est vrai qu'elle s'est améliorée, mais pas tout à fait. C'est une amélioration qui est partielle, avec persistance quand même de la diarrhée, qui a diminué de fréquence, mais toujours présente, et ce qui nous a poussé à compléter le bilan en piochant dans la piste allergologique, en calculant donc le nombre total des IgE qui est revenu augmenter, et en faisant des IgE spécifiques aux protéines de lait de vache qui sont revenus positifs, ainsi que les allergies moléculaires qui sont positives en dehors de l'alpha-lactoalbumine.
Donc, pour le reste, on n'a pas de sensibilisation pour les autres aliments en dehors d'une faible sensibilisation pour le blé. Pour le bilan de déficit immunitaire, il est revenu négatif aussi bien pour l'HIV que pour le déficit immunitaire primitif. Et donc, on a mis, donc c'est tout naturel qu'on va mettre l'enfant sous exclusion, un régime d'exclusion de protéines de lait de vache. Donc, on l'a mis également sous régime sans gluten. Alors, la persistance de la diarrhée a été donc remarquée dans l'évolution de cette histoire et on était bien embêtés. Même si les selles sont devenues vraiment moins fréquentes, mais elles sont graisseuses. La maman, elle le dit, elle tâche les couches et la culotte. Et lorsqu'elle rince sa fille, alors là, on se pose la question, qu'est-ce qu'on va faire comme bilan? Donc oui, bien sûr, on va, donc c'est probablement une stéatorée, donc on va voir s'il y a une insuffisance pancréatique, donc en dosant l'élastase fécale qui est revenue, dont l'activité est revenue effondrée. Et donc le diagnostic d'insuffisance pancréatique sévère a été établi et on a complété dans le sens de la mycoviscidose en faisant un test de la sueur qui est revenu normal. On n'est pas parti pour faire le gène, chercher la mutation CFTR, mais on a fait quand même une IRM abdominale qui a montré un pancréas tout à fait normal. Donc, on s'est précipité, bien sûr, devant ces résultats, parce qu'on n'a rien sous la dent, à mettre la petite sous-extrait, ce traitement substitutif. Et donc, en mettant sous extrait pancréatique, que la famille a ramené de l'étranger, puisqu'ils ne sont pas commercialisés au Maroc. Et on a assisté à une amélioration spectaculaire après une semaine de traitement. Donc, on s'est dit, voilà, on est sorti de l'aubaine, mais reprise de la diarrhée après 3 mois. Et là, donc, même sous traitement. Donc, la fille, elle était sous traitement. On refait le bilan. Donc, l'activité d'élastase fécale est tout à fait normale. Et on a refait même le bilan allergologique qui ne montre aucune sensibilisation. Donc, M. Taher, après mûre réflexion, il a décidé quand même de refaire la fibro, mais étagée. Dans ce cas, il a fait plusieurs biopsies donc pour chaque site. Et là, le résultat de l'anapathe sont tombés. Donc, il y a une duodénite interstitielle subaiguë et qui est riche en polynucléaires eosinophiles sans atrophie. Vous allez me dire pourquoi on ne l'a pas trouvé dans le premier examen. C'est parce qu'on ne l'avait pas cherché. Donc, toujours, il faut... c'est-à-dire guider l'anapathe pour chercher, pour demander, c'est-à-dire réclamer le compte d'éosinophiles sur les biopsies. Au niveau de l'estomac et de l'œsophage, il n'y avait pas d'infiltration éosinophilique. Donc, c'est ce qui a permis, en fait, de poser le diagnostic d'entéropathie à éosinophile chez cette petite fille qui a été donc diagnostiquée sur une histoire de diarrhée chronique avec a priori un tableau d'insuffisance pancréatique exocrine transitoire et même une allergie alimentaire transitoire. Donc, c'est quoi les gastroentérites à éosinophiles? Il faut savoir, c'est une maladie qui est rare. Dans l'incidence, il est difficile. Elle est évaluée à 100 000 patients. Pourtant, ça fait quand même 80 ans que la première observation originale a été décrite. Et on a juste quelques cas qui ont été publiés, moins de 300 cas dans la littérature, incluant adultes et enfants, mais pas beaucoup pour l'enfant. Le pic de prévalence, donc, c'est entre 30 ans et 50 ans, avec quelques cas pédiatriques rapportés. Les gastroentérites à éosinophiles sont très difficiles à diagnostiquer. Elles représentent vraiment un challenge pour les cliniciens. Pourquoi? Parce que les symptômes sont polymorphes et peu spécifiques. Et donc, par rapport au pronostic, elle ne pose pas réellement le pronostic vital, mais surtout, elle a un pronostic de morbidité avec altération de la qualité de vie de l'enfant, parce que souvent, on a des douleurs abdominales récurrentes et parfois, et l'anorexie qui va aboutir à l'anorexie, à la dénutrition, et parfois, elle peut se compliquer de complications, notamment d'occlusion intestinale et de perforation. Donc, les gastroentérites à éosinophiles, ils appartiennent au groupe des désordres hyper-éosinophiliques primitifs du tube digestif. Donc, elles sont définies par 3 critères. C'est d'abord la présence de symptômes digestifs et puis l'infiltration pathologique d'un segment du tube digestif par les éosinophiles. Et aussi, il faut éliminer les autres causes d'éosinophilie digestive et sanguine.
Donc la physiopathologie dans les gastroentérites éosinophiles reste encore méconnue. En tout cas, on a avancé plusieurs théories, notamment l'implication du polynucléaire éosinophile quand ils sont en contact, c'est-à-dire suite à l'intervention de certains allergènes ou bien suite à des infections digestives ou certains processus au niveau du tube digestif qui miment l'infection. Et dans ce cas, c'est les cellules immunitaires qui vont relarguer, il y aura la relargage des cytokines inflammatoires qui vont perturber l'homéostasie des polynucléaires éosinophiles. Et en relarguant certains, les plus importants de ces cytokines sont l'iotaxine et l'interleukine 5. Donc, voilà, donc là, ça montre un petit peu tout ce qui est noir. Donc, je pense qu'il faut appuyer sur... voilà. Donc, tout ce qui est noir représente en fait le noyau des éosinophiles. Vous voyez ici l'importance de l'infiltration au niveau du tube digestif. Donc, c'est quoi les éosinophiles? En fait, c'est une cellule qui est bien armée. Elle a 4 cartouches à son insu qui peut les basculer en rafale. Quand il y a une dégranulation suite à des facteurs environnementaux, donc il va entraîner la pathogénèse, va être à l'origine de la pathogénèse de certaines maladies inflammatoires comme l'allergie, l'asthme, la dermatite atopique et même à l'origine des troubles gastro-intestinaux. Donc, il a même été souligné d'après des papiers qu'elle a un rôle dans la pancréatite également. Voilà, donc, pour simplifier un petit peu la physiopathie, parce que un petit peu c'est une maladie quand même rare, il faut comprendre la physiopathie, ça implique des moyens thérapeutiques. Donc j'ai essayé de schématiser un petit peu. Donc voilà, donc c'était éosinophile qui est dans un état de myostasie cellulaire qui sont là, qui résident prêts à intervenir en cas de facteurs extérieurs, notamment l'infection parasitaire. C'est là où elle intervient. Sinon, elle est là pour pour assurer l'homéostasie cellulaire. Donc, suite à un facteur qui va mimer l'infection ou une infection, ceci va entraîner un dysfonctionnement humain et qui va être à l'origine, qui va perturber cet état de myostasie cellulaire et provoquer, donc en rompant la tolérance de l'hémostasie cellulaire et entraîner donc un recrutement massif des éosinophiles qui vont s'activer et vont entraînant une dégranulation. Donc cette dégranulation, donc il va relarguer vraiment des cytokines chimiques très toxiques et qui vont être à l'origine des lésions histologiques. De même, il n'y a pas que cette hypothèse, il y a une autre hypothèse qui avance que même un dysfonctionnement humain qui va être suite à un facteur environnemental local au niveau du tube digestif va impliquer les lymphocytes T qui vont sécréter leurs cytokines, notamment la plus importante, l'interleukine 5. Et on va voir qu'il y a une considération par rapport à cette interleukine 5 comme moyen thérapeutique et donc on a l'implication également des cellules dendritiques, les cellules épithéliales qui vont sécréter un marqueur inflammatoire très important qui est l'iotaxine 3, également les mastocytes. Donc tout ça va entraîner bien sûr l'atteinte des problèmes histologiques au niveau du tube digestif, surtout au niveau du tube de l'intestin grêle. Alors, pour les présentations cliniques, elle est réputée être qui va varier en fonction de la localisation de l'infiltration des éosinophiles et la profondeur de l'atteinte tissulaire. Donc, ça dépend est-ce qu'elle atteint la muqueuse, la sous-muqueuse ou la musculeuse et même la séreuse. Donc, et même le segment du tube digestif qui est atteint. Donc, même on aura des tableaux cliniques qui vont refléter les complications loco-régionales de l'infiltration par les éosinophiles, comme les obstructions des voies biliaires. On peut avoir des rétentions d'ictères, comme ça a été décrit dans certaines publications d'adultes, également des manifestations pancréatiques, comme des pancréatites récurrentes, et même parfois on a des infiltrations tellement importantes du cadre duodénal qu'on a des masses de la tête, une hypertrophie de la tête pancréatique, et ça a été rapporté. Alors pour l'atteinte, quand on a une atteinte gastrique, le tableau clinique, il est surtout, d'ailleurs d'abord l'atteinte gastrique, surtout au niveau de l'antre, on a une infiltration très dense d'éosinophiles et qui va se déclarer chez l'enfant, on va présenter des nausées, des vomissements, des douleurs abdominales, donc un amaigrissement qui va être bien sûr le résultat des douleurs abdominales avec anorexie, et parfois même on a des hématémèses, des hémorragies digestives. Parfois, il peut se révéler sous un tableau de complications
complications, notamment une sténose gastrique ou pylorique, et j'ai expliqué pourquoi. Pour l'atteinte intestinale, donc peut-être dans la majorité des cas, plus de 70% des cas, elle est associée à une autre localisation, d'où l'intérêt quand on fait des biopsies, il faut faire systématiquement des biopsies étagées pour voir l'étendue, pour apprécier l'étendue et l'extension de l'infiltration. En tout cas, la localisation est essentiellement muqueuse, donc il va se manifester dans ce cas par une diarrhée chronique, notamment une entéropathie oxydative avec hypoalbuminémie, une anémie fériprive carentielle. Les infiltrations didionales et iléales sont le plus fréquemment décrites en raison peut-être parce qu'en fibroscopie sont le plus accessibles à faire des biopsies à rechercher quand on le veut, quand on pense de rechercher le compte des éosinophiles. Les ulcérations sténoses sont présentes lorsque la musculature est infiltrée massivement par les éosinophiles. Pour les atteintes extra-digestives, extra-intestinales, ils ont également été rapportés essentiellement pancréatiques, comme dans notre cas, le cas de l'observation, hépatiques aussi et vésicales qui ont été également décrites. Les différentes pathologies également ont été associées dans les gastro-entérites éosinophiles, mais surtout ils ont été observés chez l'adulte, notamment certains cancers du poumon, la RCH et syndrome d'Ehlers-Danlos, c'est une pathologie qui est marquée par une anomalie du cartilage en fait, avec hyperlasticité, mais c'est une pathologie d'adulte. En tout cas, nous avons remarqué cette association. Donc, ce papier vous montre que les gastro-entérites éosinophiles peuvent être compliqués d'autres symptômes, notamment des pancréatites récidivantes, comme ça a été. Donc, c'est un cas d'une jeune femme de 35 ans qui avait une histoire de plusieurs années de pancréatite à répétition, chez qui on n'a pas pu mettre l'étiologie, on n'a pas pu trouver une étiologie. Donc, c'est par la suite qu'on a trouvé, donc, quand on a pensé à faire une fibro avec des biopsies profondes, qu'on a trouvé une infiltration par les éosinophiles au niveau duodénal. Et le traitement, la mise sous traitement médical, de la prise en charge de cette infiltration éosinophile a permis la résolution des symptômes de pancréatite chez cette dame. C'est un cas pédiatrique qui a nécessité en fait une intervention chirurgicale de pancréatite. Si j'arrive à prononcer la pancréatite duodénectomie, c'est le processus c'est une intervention de Whipple qui a réséqué cette masse de la tête pancréatique secondaire à l'infiltration massive très importante au niveau du cadre duodénal, comme a été vérifié et mis en évidence sur la pièce opératoire. Donc, c'est vrai que le recours à la chirurgie est exceptionnel, mais parfois, suite à des complications, l'intervention va de soi, en complément, bien sûr, par la suite de la prise en charge médicale de la maladie éosinophile. Alors, pour le diagnostic biologique de la gastro-entérite éosinophile, sur le plan, au niveau de l'éosinophilie sanguine périphérique, il est fréquent. Certains auteurs disent qu'il y a une corrélation entre l'importance de cette éosinophilie périphérique et même la chronicité et la rechute et la difficulté de réponse au traitement. D'autres, ils ne trouvent pas de relation. Comme c'est une maladie qui est peu publiée, donc c'est l'avenir qui va nous dire qui a raison. En tout cas, également, ils ont évoqué même une corrélation entre la profondeur de l'atteinte de l'infiltration éosinophilie et le taux d'éosinophilie périphérique. En tout cas, dans la gastro-entérite éosinophile, on a également un syndrome de malabsorption, peut-être en rapport avec la malabsorption ou bien avec des microspoliations sanguines. On a une anémie carentielle. Le reste du bilan de malabsorption, selon l'infiltration, rappelez-vous, je vous ai dit, par rapport à l'infiltration, on aura une entéropathie oxydative parfois compliquant une hypoalbuminémie. Également, la clairance de l'alpha-1 antitrypsine est souvent élevée. Les autres marqueurs sanguins, urinaux et fécaux, on ne le fait pas de pratique courante pour mettre en évidence les produits de dégradation des éosinophiles. Les autres bilans, on le fait systématiquement. Pourquoi? Parce que quand le malade se présente la première fois avec des symptômes peu spécifiques, on est obligé d'éliminer les autres. On trouve une éosinophilie, on est obligé d'éliminer les autres causes d'abord d'éosinophilie, également de mettre le point sur certaines sensibilisations pour orchestrer par la suite la prise en charge. C'est pour cela qu'il faut faire un immunophénotypage, notamment les lymphocytes et des éosinophiles. Pourquoi? Parce qu'il faut éliminer les syndromes d'hyperéosinophilie, primitive ou secondaire, surtout quand ils sont primitifs, qu'il y ait un processus malin, et dans ce cas, une prise en charge est spécifique des hémato-oncos.
Pour le bilan allergologique, quand on recherche une sensibilisation à l'interrogatoire, donc on complète le bilan allergologique parce qu'il y a une prise en charge thérapeutique. Donc toujours, on fait une intradermoire, une IDR à la tuberculose, un bilan inflammatoire, l'examen parasito des selles, l'exploration fonctionnelle des selles pour voir s'il y a une stéatorée, également le dosage de l'activité de l'estase fécale et rechercher s'il n'y a pas une maladie cœliaque sous-jacente ou bien une colite inflammatoire. Donc, parce que souvent, on cherche s'il y a une colonisation par l'Helicobacter pylori, qui est souvent associé en cas d'hyperiosinophilie, de pathologie d'infiltration à eosinophile. Et parfois, c'est l'éradication, cette HP qui est responsable en fait de l'infiltration à eosinophile. L'éradication peut éliminer, peut éradiquer également, ou diminuer ou normaliser le homine des éosinophiles au niveau de la muqueuse intestinale. Alors, quelle est la place de l'imagerie dans cette entité? Elle reste limitée, sauf quand on a donc des épaississements, pour montrer des sténoses digestives selon le tableau clinique de présentation. Un épaississement des parois de l'estomac, de l'intestin grêle peuvent être visualisés quand on a une infiltration importante de la musculeuse. L'apport de l'endoscopie, elle reste la pièce c'est la angulaire en fait pour le diagnostic de l'infiltration à eosinophile dans cette pathologie. Quoique dans la majorité des cas, on peut avoir un aspect normal, comme on peut avoir une muqueuse qui est érythémateuse, hémorragique, friable, saignant rapidement en contact avec le contact de fibroscope. Parfois, on peut être parsemé par des micro-ulcérations. On peut avoir des plis gastriques qui sont épaissis, avec un aspect pseudonodulaire, comme vous voyez donc, dans l'image d'en bas. Donc, voilà. C'est très important, si vous voulez, quand vous pensez à la gastroentérite à eosinophile, ou une pathologie d'infiltration à eosinophile, d'écrire vous-même le bon d'anapathe et d'appeler même le médecin anapathe pour le guider. D'abord, il faut faire 6 biopsies, au moins par site. C'est très important. Et le guider pour chercher le camp d'éosinophile et également chercher les autres éléments qui peuvent définir cette pathologie. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas se contenter d'une simple augmentation du nombre d'éosinophiles dans la muqueuse, mais également et des signes associés aigus ou chroniques doivent être également recherchés. Au microscope, bien sûr, on va chercher ce nombre d'éosinophiles pour déterminer ce qu'il y a une augmentation de la densité, mais seulement il y a un problème, c'est qu'on n'a pas un chiffre théorique c'est-à-dire comme un témoin pour voir est-ce que cet endroit est infiltré ou pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de chiffre théorique par manque d'études. Chez les enfants à qui on a fait des fibroscopies pour motivés par des symptômes où on trouve une fibre normale, on ne pense pas à faire le compte d'éosinophile. Et chez les patients, les enfants qui n'ont pas de symptômes, on ne leur fait pas de biopsie. Du coup, on n'a pas des chiffres théoriques d'éosinophilie ou d'homine domiciliation d'éosinophiles dans la muqueuse digestive. Mais habituellement, donc par convention, on dit que donc une infiltration minimale quand c'est moins de 10 par champ, moyenne entre 10 à 20 et sévère au-delà de 20 dans les gastroentérites à eosinophiles. Alors, comme j'ai dit, donc, il faut absolument guider l'anapathe pour qu'il recherche cet aspect. Je suis plongée. Voilà. Pour rechercher tous ces éléments qui permettent de définir comme il faut l'entité de gastroentérite à eosinophile, notamment la présence d'agrégats d'éosinophiles sous forme donc, de micro-abscicryptiques à eosinophiles, l'aspect dégénératif et régénératif de l'épithélium et surtout des cellules géantes multinucléées de la sous-muqueuse. Ce sont les éléments anapathes qui définissent en plus de l'infiltration élevée par les éosinophiles. Les diagnostics différentiels, c'est important de les éliminer. Donc, selon le site d'atteinte, donc quand c'est l'estomac, donc il faut éliminer la gastrite à HP, la gastrite à CMV. Donc, quand l'atteinte est duodénale, c'est la maladie cœliaque. Et quand on a le côlon, donc c'est l'objet de notre présentation. En tout cas, les autres diagnostics différentiels, c'est des syndromes, donc les syndromes hyperiosinophiles, c'est très important d'éliminer, les parasitoses, les prises médicamenteuses, les lymphomes, la tuberculose, donc les pathologies
pathologies d'adultes vascularites comme Church et Strauss, qu'on voit également en allergologie dans les asthmes difficiles. Donc les connectivites, notamment la sclérodermie, donc les autres pathologies plus rares. Donc c'est une gymnastique très intéressante pour éliminer les diagnostics différentiels. Alors dans tout ça, la prise en charge, hein, tout ça c'est pour avoir une prise en charge adéquate quand on fait le diagnostic de gastroentérite eosinophile. En tout cas, devant l'absence de signes spécifiques, la corrélation, c'est la corrélation clinico-histologique qui est jugée également sur la réponse au traitement. Et le premier traitement qu'on propose à l'enfant, c'est le régime d'éviction alimentaire qui doit être le premier, comme j'ai dit. Donc, en tout cas, donc, la prise en charge globale, dans sa globalité pour les gastroentérites, elle n'est pas bien codifiée, comme à l'instar de l'œsophagite eosinophile qui est actuellement bien codifiée. Dans les gastroentérites, ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de protocole thérapeutique contrôlé, peu de publications, et parfois on a une régression spontanée de la maladie. Il y a des moyens thérapeutiques qui sont non pharmacologiques, comme l'exclusion, les régimes d'exclusion, à condition d'avoir une sensibilisation ou une histoire clinique évocatrice. Et également le traitement pharmacologique. Donc on a plusieurs molécules, notamment le premier chef de file, c'est la corticothérapie. Normal, quand on élimine une piste d'allergie, on invoque, comme j'avais montré sur le schéma de physiopathe, la piste inflammatoire. Et c'est tout naturellement qu'on va donner un traitement anti-inflammatoire à base de corticoïdes dont le rôle a été bien établi par plusieurs études donc, pour améliorer la diarrhée dans l'entéropathie exsudative. Donc d'autres alternatives, bien sûr, en cas d'échec thérapeutique ou bien d'autres pistes d'allergie qui étaient bien affirmées. Donc le chromoglycate de sodium, le montelukast et le kétotifène de même. Donc il y a également les autres donc pour la biothérapie, comme je pense que je ne vois pas le reste, je ne l'ai pas écrit. Donc également même donc, les IgE monoclonaux donc spécifiques et également l'interleukine 5. Les anticorps anti-interleukine 5 sont également proposés comme bouée de sauvetage parce que d'après certaines études, en tout cas il y a une étude prospective qui a été faite chez 9 adultes qui ont été mis sous sous les anticorps anti-IgE spécifiques et qui se sont bien améliorés sous ce traitement. Alors, cet algorithme de prise en charge qui est récent, relativement récent en 2018, qui a apparu dans Lancet, donc il nous montre cette conduite, c'est-à-dire quand on fait un diagnostic de gastroentérite eosinophile, donc on propose, selon le tableau clinique, quand on a un tableau chirurgical, bien sûr, il faut demander l'avis du chirurgien. Donc s'il y a indication, on le fait. Sinon, donc, qu'on a donc voilà, donc on propose une diète thérapie. Donc si la diète marche, dans ce cas, on passe au régime d'exclusion. Donc quand le résultat est positif, on continue la surveillance. Quand il n'y a pas de résultat après régime d'exclusion, dans ce cas, on propose la corticothérapie et on surveille. En effet, donc, on a dit que la théorie d'allergie, donc, elle est très présente comme pour expliquer les symptômes ou le mécanisme, la pathogénèse de la gastroentérite eosinophile. C'est pour cela que c'est très important de rechercher un allergène alimentaire, comme ça a été déclaré dans ces travaux. Donc, la recherche d'un allergène alimentaire spécifique ou aéroallergène, il est souvent indiqué chez les patients qui présentent une gastroentérite eosinophile. Pourquoi? Parce que quand on a une sensibilisation, un régime alimentaire ciblé, il améliore souvent les symptômes et réduit même le nombre d'éosinophiles dans les biopsies de contrôle, comme ça a été donc établi dans ces travaux. De même, quand on a une résolution des symptômes, la résolution complète des symptômes nécessite souvent l'utilisation des diètes élémentaires à base d'acides aminés pendant au moins 6 à 8 semaines, puisqu'on a observé des rechutes à l'arrêt du traitement, ce qui corrobore la piste d'allergie. Alors, les corticoïdes qui sont utilisés
d'abord en absence de sensibilisation, quand on n'est pas sur la piste d'allergie, ou bien quand on a échec, avec ou sans échec du régime d'exclusion. C'est la molécule la plus utilisée, c'est la prédnisone ou la méthylprédnisone, plus ou moins associée à des corticoïdes topiques qui ont montré leur efficacité dans certains cas. Donc le traitement d'attaque par extrapolation en population adulte. Donc, j'ai quelques slides. Donc, de 20 à 40 mg par jour, donc à raison de 0,5 à 1 mg par kilo pendant au moins 15 jours, puis une diminution progressive dont on instaure un traitement adjuvant. Donc, une corticodépendance, parfois, surtout quand on a une amélioration, il faut garder une dose minimale efficace pendant de 5 à 10 mg pendant plus longtemps. Donc, les corticoïdes locaux également, ils ont leur place. En cas d'identification d'allergènes environnementaux, le traitement par les antihistaminiques est plus ou moins associé aux corticoïdes. Quand on a échec aux dépendances aux corticoïdes, donc on utilise les autres moyens thérapeutiques, notamment la chromoglycate de sodium orale, les antileucotriènes, les antihistaminiques, les anticorps humanisés, les anti-interleukines 5, les anticorps anti-IgE. Les immunosuppresseurs restent un volet thérapeutique de deuxième ligne de secours aussi, donc auquel, notamment récemment, on a même inclus la biothérapie, les anti-TNF-alpha. Le traitement chirurgical réservé uniquement, comme vous le devinez, aux formes compliquées qui n'ayant pas répondu à la corticothérapie. J'ai la dernière. Ouais. Donc, l'histoire, le pronostic dépend. Donc, on n'a pas assez de recul pour déterminer si on a, pour le pronostic à long terme sur des publications qui sont très réduites. Du coup, donc, ce sont les études prospectives sur lesquelles on compte énormément. En tout cas, donc, je vous remercie pour votre attention avec cette